Judy Wilson, Red Hummingbird, du territoire non cédé, en Colombie-Britannique. Bienvenue au webinaire Comparer les financements pour le plan de justice bienveillante, la Commission nationale des chefs pour les enfants. Je vais simplement commencer avec une prière et une ouverture. On te remercie pour les bénédictions créateurs que nous voyons, vues et non vues, qui sont autour de nous à tous les jours, de nos ancêtres, nos esprits gardiens, tous ceux qui marchent, qui nagent, qui volent, créateurs, qui font partie aussi des plantes, les arbres, et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Donc, on te remercie pour ce créateur. Les rappels de la création que nous sommes de l'énergie, que nous sommes tous interconnectés, que tout est connecté. Et ce que nous faisons à la Mère Terre, c'est ce qui nous arrive. Donc, c'est réciproque comme relation. Merci pour ce rappel de l'équinoxe du printemps qui arrive. On peut faire ça d'une bonne façon au travers des prières et des cérémonies, mais aussi, on veut se souvenir des nos relations célestes avec l'alignement planétaire qui arrive cette semaine et aussi le- l'éclipse lunaire qui arrive aussi. Donc, merci pour tous ces rappels, comment nous sommes connectés et que nous prenons soin de ici tous les soignants, les gardiens, qu'on prend soin de la terre-mère et de la création, mais on prend soin de nous-mêmes, prendre soin de nous tous. Merci pour tous ceux qui se sont joints à nous dans notre cercle pour partager la connaissance, la sagesse et l'expertise qu'elles ont concernant les enfants et les familles qui sont au centre du cercle toujours. Et on les garde dans nos cœurs et on les garde dans nos pensées. Et nous prions, Créateur aussi, surtout, on les garde dans nos actions pour que nos actions puissent parler haut et fort, d'assurer que nos enfants ont une bonne qualité de vie contre le racisme et la discrimination va prendre fin pour eux parce que c'est tellement important et pertinent, primordial. Les enfants qui sont encore sur la liste d'attente du principe Jordan pour recevoir les services qu'ils ont besoin, mais que les programmes, les services qu'ils ne fournissent pas ce qu'ils ont besoin à l'heure et à temps. Et nous prions que ça va changer. Le changement qu'on veut prier pour, et pour que le plein potentiel et qu'ils puissent avoir la sécurité, avoir un foyer et avoir tout ce qu'un enfant devrait avoir. Donc, on prie pour eux, leur famille, leur communauté. Merci, Créateur, pour tout ce que tu fournis pour nous à tous les jours. Et nous prions qui ont besoin de l'amour, le soutien, les ressources pour ceux qui ont des dépendances, des toxicomanies, aider les infirmes et les aînés et qui puissent recevoir tout ce qu'ils ont besoin d'une bonne façon, cher Créateur. Donc, merci pour nos ancêtres, les détendeurs de vérité et de connaissances, Cook Jams, Cook Jams, Cook Jams. Merci, Chief Bowden, et tous ceux qui sont sur l'appel, merci. Merci pour ça, Judy. C'est toujours merveilleux d'avoir qu'on puisse ouvrir avec une prière. J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos panélistes et nos participants. Et merci à nos enfants, notre façon, la société qui font ce webinaire. Mon nom, Eric Bowden, et je suis le chef de Cowles First Nation du territoire traité 4 et je suis aussi euh, le représentant régional pour Saskatchewan pour le comité des chefs. Donc, nous avons beaucoup d'informations à partager aujourd'hui et j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Et j'ai hâte de partager cette information avec vous tous. Et encore une fois, merci Judy pour la prière. Donc, on va regarder un peu le plan du webinaire aujourd'hui. Je vais fournir un peu de contexte pour rappeler à tout le monde comment on s'est rendu à ce point et pourquoi nous avons ces deux plans de réforme à long terme, le plan de justice bienveillante et le plan du Canada. Et nos premiers panélistes, on sera Stephanie Wellman, des Premières Nations, du Société de soins, et Stephanie va nous donner un survol des approches de financement dans le plan de justice de bienveillance et le plan du Canada. Et ensuite, Richard Gray, membre
du commission des chefs, l'équipe technique. Richard va couvrir les considérations clés et les comparateurs entre les deux plans où le financement est concerné. Et finalement, nous entendrons de tout le monde ici sur le panel. Dr. Cindy Blox, en tant qu'exécutif directrice de la Société de bienveillance, Dr. Cindy va partager des questions clés à considérer lorsqu'on fait la revue de ces modèles de financement. Après ces trois présentations, nous allons prendre vos questions. Nous avons étendu ce webinaire pour cette semaine et nous aurons du temps supplémentaire pour répondre à vos questions. Je sais qu'il y a toujours plusieurs questions concernant le financement. Avant de plonger dans le matériel, j'ai quelques petites notes. Cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site web Our Children, Our Way. Nous avons les interprètes francophones sur un canal séparé pour les participants francophones. Un rappel, nos panélistes, les interprètes travaillent fort pour suivre. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous de ralentir. Nous avons gardé du temps pour les questions vers la toute fin. Tapez vos questions dans le chat et je vais les lire tout haut pour les panélistes. Et finalement, nous allons avoir un autre webinaire dans 2 semaines. Celle-ci va se concentrer sur les accords de service, les accords de financement entre le Canada et les provinces et les territoires pour les Premières Nations, les services pour les enfants. Merci. Prochaine diapo. Pour fournir un peu de contexte, on va parler un peu des droits humains, les plaintes, et comment on est arrivé avec deux réformes à long terme. Le Canada a lancé les services familiales dans les années 90, dans les 1900, pardon. Et c'était vraiment clair au tout début que le financement pour ce programme était problématique. Pendant des années, les Premières Nations, nos experts et les leaders ont essayé de travailler avec le Canada et ont fourni la preuve solide et des bonnes solutions. Mais le Canada a fait très peu pour réparer le programme qui était néfaste pour nos familles et nos enfants. En 2007, la société et la AFN ont amené une plainte en droit de la personne. Et finalement, en 2016, le CHRT confirme la plainte que le Canada a discriminé contre nos enfants dans les services de programme pour les enfants et le principe Jordan. Le tribunal a trouvé que le financement était discriminatoire et que le Canada a discriminé contre la conception, la gestion et le contrôle des services familiales. Le tribunal a ordonné le Canada d'arrêter de discriminer et de s'assurer que la discrimination n'arrive plus. Et le tribunal a décidé qu'elle allait superviser le processus de mettre fin à la discrimination et en 3 phases. Mesures immédiates, réformes à temps moyen et à long terme. Il y avait plusieurs mesures à moyen terme, incluant le financement, et c'est vraiment important, aux actuels et le financement de prévention à 2 500 $ par personne. Maintenant, nous sommes dans la réforme long terme. Le but maintenant, c'est de pleinement, ça veut dire complètement mettre fin à la discrimination canadienne vers les Premières Nations dans les services de programme à l'enfance et d'assurer que le Canada ne discrimine plus. Vous vous souvenez que l'accord débauché de 2024, c'était un essai pour arriver à un accord avec le Canada sur comment vraiment mettre fin à la discrimination. Lorsque les chefs, en tant que chef, on a décidé que cet accord n'était pas assez fort pour protéger nos enfants et les générations futures. Nous avons rejeté cet accord et nous avons créé la commission des nationales des chefs pour les enfants. Mais le Canada, c'était le Canada qui a refusé de négocier. En août de l'année passée, le tribunal a manqué de patience et a ordonné les partis de revenir à la table à 4 mois avec une réforme, un plan de réforme à long terme. Le tribunal a encouragé le Canada de travailler avec la Commission euh, nationale des chefs pour les enfants et
mais Canada a refusé, et plutôt la Société de justice de bienfaisance a travaillé avec la Commission nationale des chefs pour les enfants et de consulter des experts et d'écrire le plan de justice bienveillante. Au Canada, ils ont écrit le propre plan basé sur le corps final qu'on a déjà rejeté. Donc, nous voici maintenant avec deux plans à considérer. Le tribunal va considérer ces deux plans et faire un règlement final. En tant que chef, nous avons décidé, si nous soutenons le plan de justice bienveillante, et c'est notre devoir de complètement comprendre ces deux plans avant de prendre cette décision. Je vais tourner maintenant à Stéphanie pour s'introduire et nous donner un survol de l'approche de financement dans les deux plans. Bienvenue, Stéphanie. Merci beaucoup, Chief Bowden, et merci, Judy, pour l'ouverture, la prière. Et bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Stephanie Wellman. Je suis Métis du Manitoba. Je me joins à vous du territoire non cédé, territoire algonquin, à Ottawa, au bureau de bienveillance et Spear Bear, mon ami ici. Et je veux simplement reconnaître tout le monde qui se joint à nous aujourd'hui. Et Spear Bear et j'espère que tout le monde va bien et de rester au chaud. Je sais qu'il fait froid un peu partout. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est un peu un arrière-plan et un contexte pour ce webinaire sur le financement. Comme vous pouvez imaginer, le financement couvre tout. Donc, on essaie de vraiment cibler nos conversations. Donc, pour commencer, une divulgation qu'on fournit toujours, et c'est simplement que la société elle est coplaintif, que rien de ce webinaire est un conseil légal. On encourage toujours tout le monde de parler à leurs experts et leurs conseils légaux hein, pour tout conseil. Et aussi, mes amis qui rentrent dans le chat ici, il y a des ressources et de l'information qui est disponible sur le site du NCC, fnwitness.ca. On va rentrer dans les ressources aussi lorsqu'elles arrivent au fur et à mesure. Donc, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on aime toujours partager un rappel dans ce cas, c'est quoi? Et il y a ce cas, c'est à propos de mettre fin définitivement à la discrimination au Canada envers les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations dans les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et le principe de Jordan. Et comme Chief Gordon a fait la revue, ce cas est vraiment une longue histoire qui est continue depuis un certain temps maintenant. Et donc, les choses les plus récentes et qui sont vraiment importantes pour chacun de vous à réfléchir et d'être sensibilisé, c'est comment encore on s'est rendu à cette place. Donc, comme un rappel rapide de toutes ces choses se construisent un par-dessus l'autre. Donc, en décembre 2021, il y a eu un principe, une entente que les parties de la TCDP ont signé. Donc, l'APN, la Caring Society, Peace Ontario, Nishnawbe Nation et le Canada ont signé cette entente au Tribunal canadien des droits de la personne. Donc, ce principe, le ARP, qu'on l'appelle, était réellement le plan de match pour arriver à une entente finale. L'ARP ne l'élit pas légalement. C'était plutôt un plan pour mettre fin à la discrimination du Canada envers les enfants autochtones. Et nous l'avons décrit comme un cadre avec flexibilité qui peut être peaufiné au fur et à mesure que les discussions avec les Premières Nations évoluent. Donc, suivant le EAP qui a été signé le 21 décembre 2021, donc juste avant 2022. Suite à ça, en décembre 2023, la Caring Society a trouvé que le principe de Jordan n'était pas conforme avec la décision du tribunal. Cela est toujours en cours. On a plus de mises à jour à vous faire là-dessus. Mais comme la Caring Society a déposé cette motion de non-conformité, nous devions prendre action. Donc, suite à cela, en juillet 2024, c'est là que l'entente finale, l'ébauche de l'entente finale a été négociée avec les chefs de l'APN, l'Assemblée de l'Ontario et la Première Nation Naskapi.
Donc, les Premières Nations n'ont pas approuvé cette ébauche d'entente finale car les conseils élus ont décidé que ça ne rencontrait pas les besoins des enfants et des familles pour mettre fin à la discrimination et pour s'assurer qu'elle ne se reproduise plus. Donc, la raison pour laquelle cette entente a été rejetée, c'est parce qu'elle avait quelques failles. Certaines des préoccupations, c'est que le financement était limité dans le temps et il était dépendant des décisions politiques, des décideurs politiques. Il y avait aussi de l'inflation, une croissance de la population, mais pas au niveau des problématiques systémiques. Il y avait aussi des opportunités pour des variations régionales, mais pas si ça coûtait plus cher au Canada. Donc, il y a un manque de preuves probantes aussi, à savoir comment les approches ont été créées dans cette ébauche qui a été rejetée. Il y avait aussi un problème au niveau de la gouvernance. Les Premières Nations n'avaient plus de rôle décisionnel une fois que cette entente finale était approuvée. Donc, la raison pourquoi on souligne cela, c'est parce que le plan du Canada est basé sur cette ébauche qui a été rejetée. Donc, ce n'est pas notre interprétation. Le Canada l'énonce très clairement que leur plan est basé sur cette ébauche qui a été rejetée. Donc, une fois que cette entente a été rejetée, donc récemment, au mois d'août 2025, c'est un peu où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Donc, nous avons eu la CHRT 80 de 2025. C'est ici que le Tribunal du Canada, avec la Caring Society et l'APM, ont décidé d'aller de l'avant avec une réforme à long terme sans plus de délai, sans plus tarder. Donc, le tribunal a demandé aux partis de soumettre un plan pour une réforme à long terme. Ils ont dit soit vous le créez séparément ou ensemble. La Karen Society et l'APN ont été encouragés à travailler avec la CNCE pour revenir avec un plan le 22 septembre 2025. Encore une fois, ils pouvaient travailler ensemble ou séparément. Bien sûr, ils ont été encouragés à travailler avec la Commission nationale des chefs pour les enfants, la CNCE. Et bien sûr, ceci n'incluait pas le principe de Jordan. Donc, la vraie substance de 2025 CHRT 80, c'est l'un des points les plus importants, c'est le paragraphe 113. Alors, ce que le tribunal a fait, le TCDP, le Tribunal canadien des droits de la personne, pour mettre fin à la discrimination et pour toucher aussi à la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille, certains des points saillants qui ont été ordonnés par le tribunal, c'est que la réforme à long terme doit être pour les générations futures, les générations à venir. Des courtes ententes de financement ne sont pas suffisantes. Un plan de réforme à long terme doit améliorer l'ordonnance précédente du tribunal, donc doit améliorer les ordres du TCDP et respecter l'esprit de l'ordonnance. Ça doit être basé sur les meilleures preuves disponibles. Ça doit être culturellement approprié, ça doit respecter l'égalité relative aux droits des enfants et respecter les droits de la personne dans la Convention relative aux droits de l'enfant et de la, DNU-DPA et les droits des enfants. Et le plan se poursuivra avec ou sans le Canada. Donc, voilà ce qui a été fourni par le tribunal en termes de vision à long terme. Et c'est pour nous un phare qui nous illumine dans ce cheminement vers une réforme à long terme. Prochaine diapo. Alors maintenant, vous savez un peu comment on est arrivé ici et comment tous les éléments s'insèrent l'un dans l'autre. Ensuite, on est arrivé au mois de décembre 2022 où les plans ont été soumis. Malheureusement, le Canada refuse de collaborer. Donc, deux plans distincts ont été soumis au tribunal
pour remplir les ordonnances qui exigent d'avoir un plan d'ici le 22 décembre. Alors, nous allons comparer ces deux plans et ça fait partie de cette série. Donc, bien sûr, nous commencerons par le plan Loving Justice, le plan de justice bienveillante. Donc, c'est un plan qui est dirigé par les Autochtones au niveau national. Et c'est selon les services de Outside Ontario et ça soutient les droits des enfants autochtones et des familles. Donc, le plan de justice bienveillance et durable implique du financement continu et a également des allocations pour des buts spéciaux ou qui sont plus spécifiques à chaque nation. Donc, on en parlera plus tard. Il y a aussi des mécanismes de reddition de comptes à multiples niveaux et c'est pour les jeunes et les enfants et le leadership. Ils mettent de l'emphase aussi sur les variances régionales et ainsi aussi c'est basé sur des normes nationales minimales. On ira plus en détail dans cette notion plus tard. Donc voilà, c'est le plan de justice bienveillante, donc le Loving Justice Plan. Maintenant, on va regarder le plan du Canada. Le plan du Canada a été développé et conceptualisé par le Canada. Bien sûr, c'est basé sur leur dernière entente qui a été rejetée. Il y a des enveloppes nationales préétablies et qui sont basées sur des formules. Les allocations sont basées sur des formules. Alors, ce que le Canada propose, ce sont des ententes régionales à l'intérieur d'un cadre national. Alors, ce qu'il propose, c'est de négocier une entente par province d'ici le 30 septembre. Et si on n'arrive pas à une entente, le Canada va aller de l'avant, quoi qu'il arrive, et va utiliser un plan national, un cadre national par défaut. Et bien sûr, le cadre national, c'est l'entente qui a été rejetée. Donc, ce qui est important à noter ici, c'est que bien que le Canada propose des négociations régionales, les montants de financement ne sont pas sujets à être négociés. Les négociations mettent l'accent sur la mise en œuvre, mais il y aura quand même des termes et des conditions qui proviennent du programme national. Alors voilà, c'est tout ce qu'on sait par rapport à l'approche proposée aux négociations du Canada. On n'a rien vu qui a été rendu public ou on n'a pas vu de discussion par rapport à ce que c'est le processus de négociation. Prochaine diapo. Encore une fois, nous voulions souligner comment l'entente rejetée est répliquée est répétée dans le plan national du Canada. Alors, encore une fois, il n'y a pas de place pour prendre des décisions de la part des leaders des Premières Nations au niveau du fondement ou de la mise en œuvre. Le Canada continue de maintenir le contrôle à travers un cadre national et c'est également un financement basé sur une formule avec des formules qui sont non négociables. On vous en parlera plus en détail. Donc, ici, sur la ligne du temps, l'échéancier pour le plan du Canada, ils ont dit que le Canada débutera les négociations en janvier 2026. Le Canada a choisi de ne pas entendre la réponse du tribunal selon pour leur approche. Ils ont décidé d'aller de l'avant avec leurs négociations. Et comme vous le verrez sur ce calendrier, sur cette ligne du temps, si les ententes ne sont pas atteintes d'ici le 30 septembre 2026, le Canada conclura tous les accords et les déposera pour le 5 octobre. Donc voilà, c'est l'échéancier que vous devez savoir. Donc, on va parler des comparations, du comparatif entre le financement. Donc, voici un comparatif général. On partagera ce résumé avec vous. Mais les points importants à prendre en note, c'est que le plan Loving Justice a une protection du financement avec un financement de base. Le Canada n'a pas la même protection, donc ils n'ont pas le même filet de sécurité pour les données réelles.
Et le plan du Canada veulent que toutes les ordonnances du tribunal soient remplacées et qu'elles soient remplacées avec leur plan, par leur plan, une fois qu'il est négocié et développé. Et pourquoi c'est important? C'est parce que les ordonnances précédentes du tribunal incluent beaucoup de choses différentes. Ils incluent la protection contre la réallocation de financement. Donc, ils ont fait des ordres, ils ont émis un ordre qui ne permet pas d'utiliser le financement pour les enfants et les services à la famille pour couvrir les manquements dans d'autres programmes et d'autres services. Donc, avec cette ordonnance, les protections pourraient être mises en, pour être précaires. Donc, ils veulent aussi, ils ne donnent pas tous les éléments jusqu'à ce que plus de données de preuves probantes sont développées. Alors, c'est important quand on pense au financement en capital. Tout le monde sait que le financement en capital est important dans les services à l'enfance et à la famille. Si on regarde le financement des immobilisations ou du capital, c'est basé sur des propositions après 2027 à la discrétion du gouvernement fédéral et aussi c'est dans une enveloppe de financement fixe. Donc, on va aller en détail dans ces approches de financement et comment elles sont arrivées à ce point-là. Mais je voulais vous donner une fiche comparative, un résumé de tout ça. Donc, maintenant, je repasse la parole au chef Bowden. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Stéphanie. Nous savons que c'était beaucoup d'informations. Maintenant, on va passer à Richard pour nous donner quelques détails. Je vais vous laisser vous présenter, Richard, et ensuite vous avez la parole. Chief, merci, Chief Bowden. Merci pour les belles prières. Et merci, Stéphanie. Donc, Gag, Richard Gray. Mon nom, c'est Richard Gray, Distinguished Mi'kmaq, et je suis gérant des services sociaux pour les Premières Nations du Québec et du Labrador. Et je suis le soutien tech pour le Québec, pour la commission des chefs. Ma section de la présentation aujourd'hui s'appelle les considérations clés, les comparateurs, et je vais présenter sur les thèmes suivants: les financements et les mécanismes, les prébasements, la gouvernance, la prise de décision, transition et mise en œuvre, mesures, mesurer les résultats. Lorsque je présente cette information-là, je veux que vous puissiez garder en tête l'importance du financement de la gouvernance et la redevabilité. Et je vais souligner comment ces considérations vont impacter les Premières Nations. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la prochaine section, les mécanismes de financement. Lorsqu'on parle du financement, je veux qu'on garde en tête ce concept de qui détient le stylo, parce que c'est un concept critique dont on parle pour arrêter la plainte de discrimination maintenant, lorsqu'on regarde qui décide et qui a le dernier mot en ce qui a trait à ces bulletins opérationnels en termes de conditions pour le programme des enfants. Ce n'est pas les Premières Nations. Et sous le plan du Canada, ils vont continuer d'avoir le dernier mot. Le Canada va continuer à retenir l'autorité sur les différents niveaux, les échéanciers et les standards sur leur plan proposé. Et il y a un risque de sous-financement continu et de retard administratif sous le plan de justice et de bienveillance. Les fournis, sont être fournis avec un budget modéré de l'allocation sous la réforme et les approches de financement pour leur évaluation et leur approbation. Ils vont déterminer le timing du programme de réforme. Et dans le plan de justice bienveillance, on va assurer que les besoins sont rencontrés tout en créant un dossier de suivi pour informer les le financement futur et en protégeant l'autonomie et la planification à long terme. Donc, encore une fois, lorsqu'on pense à qui détient le stylo et les comparateurs clés pour les deux plans, pensez au degré des Premières Nations, leur contrôle du plan de bienveillance versus le plan fédéral de gardien de la porte, si on veut, pour le plan canadien. La prochaine diapo. Bon, le financement.
comparateur clé. Voici les différences majeures entre le plan de justice bienveillante par rapport à la prévention et le financement. Premièrement, nous reconnaissons que c'est une composante du CFS, mais ça demeure inadéquat sur certains fronts. Séparer le financement au travail des Premières Nations et les agences du CFS peut causer des perturbations dans les services. L'incertitude, c'est qui fournit les premiers et les deuxièmes secondaires et tierces services. Le plan, les capacités sont contraintes aussi par le manque de financement opérationnel pour les Premières Nations qui livrent les services de prévention. Premières Nations, ça peut dire que on peut ajuster pour ces manques de financement. Le Canada présume que la capacité n'est pas considérée, ne fait pas la promotion dans leur plan. Je vous défie de regarder le mot capacité dans le plan du Canada pour voir combien de fois ce mot est mentionné. Vous verrez que c'est simplement mentionné 2 fois. Au contraire, savez-vous combien de fois la capacité est mentionnée dans la justice de bienveillance? 57 fois. Donc, dis-moi, lequel plan va faire la promotion de capacité? Le contraste ici, c'est que la justice de bienveillance stresse le- la fondation, la prévention et les points opérationnels pour l'approche canadienne discrétionnaire. Vous pouvez transférer les fonds au travers de la flexibilité pour accommoder pour la capacité ou plus de prévention. Mais si les services sont séparés, est-ce que ça va vraiment arriver? Et ils disent que vous pouvez ajuster plus, demander pour plus de fonds au travers de l'option de requête, dans ce qui veut dire que c'est discrétionnaire. C'est eux qui ne décident pas, toi. Prochaine diapo. La gouvernance et la prise de décision. Aussi, je veux dire que là, quand on parle de décision, les deux plans ne pouvaient pas être plus loin et séparés. Le plan de justice bienveillante donne une structure avec d'un conseil qui va être composé de leadership des Premières Nations versus celle du Canada et son approche qui est régionalisée. Il n'y a pas aucune structure de gouvernance. On serait séparés. Et le Canada pourrait continuer à contrôler ce programme national, surtout en ce qui a trait aux termes et conditions. Il promet d'écouter les régions en ce qui a trait à les améliorations, mais il n'y a pas d'obligation pour faire ces changements nécessaires s'ils sont requis. Et aussi, le Canada, son approche à faire la promotion de autogouvernance, c'est limité dans les négociations. Il n'y a pas de voie collective. La pire partie, c'est l'approche de prenez-le ou laissez-le. Si vous n'avez pas cette approche et dans toutes les limitations, et personne, on ne veut pas négocier sous ces conditions, devinez quoi? Le plan va s'appliquer de toute façon le 1er avril 2027. Il y a absolument zéro engagement pour co-développement dans le plan du Canada. Le plan de justice bienveillante promouvoir les décisions des Premières Nations va être euh, intégré à tout niveau concernant la gestion et le contrôle du programme CFS dans leur programme de financement. Il y a des résolutions claires et des chemins de résolution clairs en ce qui a trait au financement, les prises de décision dans le plan de justice bienveillante. Et finalement, le soutien financement et la surveillance et le secrétariat sur ce plan de justice bienveillante serait fondé pour une période solide lorsqu'on a une approche qui va soutenir la structure de financement. Et comparer ici entre les deux plans montre une cohérence dans le plan de justice bienveillante versus le plan régional fragmenté dans le plan du Canada. Prochaine diapo. Mesurer les résultats. Donc, le plan de justice, les significances de les résultats qui sont reliés au bien-être des enfants et les indicateurs définis par la communauté, connectés à la souveraineté des données d'évaluation menées par les Premières Nations. En contraste, lorsque vous regardez le plan du Canada, les approches liées, mesures liées au cadre des rapports fédéraux, reconnaissance limitée au succès défini par les Premières Nations. Comment est-ce qu'on peut promouvoir le travail collectif en ce qui a trait au bien-être des enfants et le succès de la communauté sans le soutien d'un niveau national et un secrétariat régional national qui travaillent ensemble avec les Premières Nations
et un conseil de surveillance. Le plan de justice bienveillante, c'est le seul plan qui fait la promotion de celle-ci. Le plan du Canada est limité à des regards régionaux avec aucune collectivité des Premières Nations. Le comparateur ici, c'est que le plan de justice est basé sur les résultats de la communauté qui sont soutenus par les Premières Nations versus un accord limité régional, aucune vérification et qui suit une maîtrise fédérale administrative. Et finalement, lorsqu'on regarde les deux plans, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour les Premières Nations? Pensez au contrôle sur le financement et la bonne gouvernance détermine le succès à long terme. La prévention et le renforcement des capacités doivent être opérationnels et non opérationnels. Optionnel. La cohérence nationale est essentielle à mettre fin à les discriminations. Les surveillances des tribunaux demeurent une protection essentielle. La mesure des résultats doit refléter les priorités des Premières Nations. La surveillance est une protection critique jusqu'à ce qu'on peut construire des données à base solide qui vont nous permettre de dernièrement mesurer les résultats qui doivent refléter les priorités des Premières Nations. Pour moi, lorsque vous regardez la question de quel plan me rencontre plus nos besoins, offre une protection, du soutien, fournit les meilleurs financements pour le futur, pour les Premières Nations, c'est sans doute le plan de justice bienveillant. Merci, mes frères et sœurs. Chipoden, à toi. Merci. Bon, c'est vraiment utile d'entendre ces messages clés sur ce que ça veut dire pour nous tous en tant que chefs, en tant que détenteurs de droits, en tant que parents et grands-parents. Nous allons maintenant aller au Dr. Cindy, qui vraiment a pas besoin d'introduction. Dr. Cindy, tu as été tellement généreuse de toujours prendre du temps à venir nous parler, de partager de l'information. Mais je vais te demander de t'introduire avant de commencer. Merci. Mes respects à Judy pour l'ouverture et la prière. Je veux simplement dire à tout le monde, la spiritualité est tout le temps une partie importante dans la justice bienveillante pour guider le leadership et tous les experts, des gens comme Richard et Stéphanie que vous avez déjà entendus. Je vais simplement faire des choses de haut niveau lorsque le leadership est présenté avec ces différents documents. C'est beaucoup à passer au travers au niveau de la communauté. Je crois qu'une des grandes choses à noter, c'est comment le discriminateur ou le problème est défini dans chacun des plans. Dans le plan du Canada, c'est plus de garder les agences redevables. Mais vraiment, les agences n'étaient pas ceux qui ont été trouvés à discriminer contre les Premières Nations et leurs enfants. C'est le Canada qui a été trouvé être discriminatoire contre les Premières Nations. Le Canada a le devoir légal pour arrêter la discrimination. Et donc, c'est une chose à commencer à chercher. Richard a souligné aussi le problème qu'il n'y a aucune capacité dédiée dans le financement pour préparer les Premières Nations à livrer des services de qualité pour leurs enfants. C'est encore plus problématique lorsqu'on regarde les données que nous détenons sur les Premières Nations et leurs enfants. euh, des études d'incidents canadiens ou celles de l'Ontario, les deux démontrent que malheureusement, le traumatisme empilé s'empile sur nos familles et nos enfants. Et le résultat, c'est beaucoup plus de besoins complexes qu'on a à gérer que le 5 ans de cela. Donc, le coût, en fait, de rencontrer ces besoins vont augmenter. On a besoin, c'est pour ça que d'avoir les actuels comme un point d'arrêt dans la justice bienveillante versus un montant fixe comme proposé par le Canada est tellement important. Nous avons de penser à quelle est la chose la plus importante pour le financement. De façon instinctive, on pense que c'est le chiffre, c'est quoi le numéro. Donc, on a été enseigné par les gens durant ces années. Et le plus important, c'est d'avoir l'alignement entre le but et mettre fin à la discrimination, point final au Canada, comment que le financement est structuré. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour les besoins des enfants dans votre communauté ou est-ce que c'est gouverné par la bureaucratie, comme des termes et des conditions? Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes et conditions,
ce qu'elles sont, c'est que c'est un document clé que vous devriez regarder, chercher dans toute approche de financement parce qu'il gouverne qui est éligible pour recevoir l'argent, quel genre de revue le Canada va vous mettre au travers avant même de recevoir le financement et comment garder ce financement, ce que vous pouvez dépenser durant le financement. Si on regarde les derniers accords, ou même l'accord de l'Ontario, le Canada a beaucoup de contrôle sur ses termes et conditions et peut les changer avec très peu de vérification de conditions. Donc, c'est vraiment important, c'est de regarder ces documents et de voir la structure, le but, les termes et conditions et de prendre ça en votre accord de contribution et de voir comment c'est mis en œuvre. Donc, tout ça mène à ce qu'on fait pour les enfants sur le terrain. Donc, capacité séparée, le financement séparé des capacités, assurer que les Premières Nations sont préparées pour le succès. Mais voici un autre point. Si vous êtes une Première Nation sous l'accord qui était euh, un échec, vous pouvez utiliser le 2500 comme Chief Bowden a identifié pour l'avantage complet des enfants. Mais si vous ou les communautés n'ont pas eu cette opportunité et qu'ont très peu, ou peut-être même vous commencez en capacité, alors, on s'attend que vous puissiez tirer de ce service ces argents-là pour construire votre capacité. Ça veut dire que vos enfants vont avoir moins. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin de la journée? C'est que nous allons il y a des gens qui vont avoir et des gens qui n'auront pas, même dans nos Premières Nations. C'est pas juste. On veut préparer chaque enfant pour le succès. Bon, la gouvernance, Richard fait du bon travail de lier les deux choses ensemble pour prendre des décisions sur l'argent et comment ces décisions sont tenues redevables. Vous allez chercher dans ce cas-ci, parce que le Canada est le discriminateur. Comment est-ce que le Canada est tenu redevable pour des préoccupations qui peuvent arriver sur la discrimination qui continue, persiste ou qui s'approfondit? Ce qu'on a vu dans le dernier accord, hein, c'est que c'est très léger sur le côté redevabilité du Canada. Prochaine diapo. Donc, ici, un peu de diagramme. Bon, je ne passerai pas au travers de tout ça en détail. Richard fait du beau travail de nous montrer ces morceaux-là, mais vous pouvez voir sous le plan du Canada le niveau de décision que le Canada a dans ses composantes. Ils vont définir l'approche nationale avec aucune idée, contribution venant des Premières Nations. Ils peuvent contraindre la négociation au niveau régional qui veut dire mettre en œuvre le plan du Canada, vous ne faites aucune grande décision. Et en fait, il y a zéro décision sur l'architecture du financement fait par toutes les Premières Nations au Canada, je dirais même. Donc, les termes. Donc, les termes, l'échéancier, l'admissibilité est aussi sous l'égide du Canada. Et au niveau de la justice bienveillante, nous sommes axés sur les Premières Nations. Il y a des endroits où le Canada a des pouvoirs décisionnels, mais ce n'est qu'un facteur avec lequel on doit vivre. Mais l'endroit où ils prennent des décisions, ces décisions doivent s'harmoniser avec les demandes juridiques pour ne pas discriminer contre nos enfants. Et ce sont des décisions qui sont limitées sous le plan de justice bienveillante. Alors ici, lorsque vous regardez la dimension de la gouvernance et que vous comparez les deux plans, ce n'est qu'une autre façon de présenter les données. Donc, au bout du compte, ce que nous avons, c'est que le Canada détient tout le pouvoir décisionnel. Et pourquoi c'est un problème? Vous vous posez la question? Eh bien, c'était l'un des éléments clés que le tribunal a trouvé qui faisait partie de la discrimination qui s'est produite auparavant. Je suis assez âgée pour savoir qu'en 2000, on travaillait avec des gens incroyables, Raymond Changu, Julie Leval, Elsie Flannan et bien d'autres. On était assis autour de la table de la révision politique, des politiques avec Canada et le Canada avait des recommandations pour arranger ce problème et ne l'ont pas fait. Donc, c'est un pattern, ça se répète à travers les décennies. Donc, on doit mettre fin à ce pattern, mettre fin à cette répétition et rendre le Canada responsable. Prochaine diapo. Donc, les leçons apprises, je vous dirais que lorsque vous avez l'une de ces ententes, regardez les petits caractères. Vous allez avoir un gros titre avec un montant d'argent, mais les petits caractères, les petits écrits à la fin, c'est important. Et assurez-vous que le comportement du Canada
reflète ce qu'il dit. Donc, nous avons vu des leaders politiques, des officiels qui ont dit que leur plan est un pas vers l'autogouvernance. Comment est-ce que ça peut être un pas vers l'autogouvernance quand il n'y a aucune décision qui sont prises par les Premières Nations dans leur approche de financement et aucune implication des Premières Nations dans le plan du Canada, selon ce qu'on sait? Alors, ça ne fait pas de sens. On doit aligner tout ça. Les dispositions qui sont les plus préoccupantes par rapport à la conduite du Canada, sa reddition de comptes, ses limites en termes de décisionnels et pour l'argent, s'ils doivent la payer ou pas, ces dispositions sont souvent trouvées tout à la fin, à l'arrière de l'entente. Donc, lorsque vous avez vu, on a vu l'entente finale de il y avait des tonnes et des tonnes de pages. Vous allez avoir ce montant d'argent et ce montant d'argent et ce montant-là aussi. Et ce n'est qu'à la fin de toute cette entente qu'on voyait que c'était écrit que le Canada n'est pas obligé de payer cet argent. Et s'il ne paye pas cet argent, il n'y a pas trop de responsabilisation et il contrôle aussi beaucoup de comment vous dépensez cet argent. Alors, regardez à l'arrière des ententes et regardez à la fin. Ne soyez pas fixés sur le début de l'entente. C'est là qu'on met toujours les bonnes nouvelles. Les petits caractères sont plus vers la fin. Regardez les appendices. C'est là qu'on met les termes et conditions. Regardez-les. Et prenez conscience des ententes limitées dans le temps. Le Canada, les ordonnances du tribunal, c'est que le Canada mette fin de façon permanente à la discrimination, pas juste pour 5 ans, pas pour 10 ans, c'est permanent pour toujours. Et en tant que Première Nation, on doit les tenir à cette obligation, car les survivants des pensionnats et le 60 Scoops, les deux nous ont appelés, nous ont demandé de s'assurer que ces préjudices cessent pour nos enfants. Ce n'est non seulement un devoir légal et juridique, c'est un devoir sacré. Et c'est quelque chose que je tiens à maintenir. C'est la moindre des choses qu'on peut faire pour honorer les survivants des pensionnats et les survivants du 60 Scoop. C'est tous les enfants des Premières Nations qui ont été touchés par la discrimination du Canada. Alors, en résumé, regardez l'objectif du financement, la structure, les termes, les conditions, les ententes, la reddition de comptes. Ce sont tous des éléments clés. Assurez-vous que les résultats pour les enfants, que le résultat réel pour l'enfant, cet enfant est supposé mettre fin de façon permanente à la discrimination envers les enfants et les familles des Premières Nations. C'est là que la discrimination a été trouvée et c'est là que le changement doit se produire. Assurez-vous également qu'il y a un cheminement de renforcement des capacités séparées pour qu'on mette les enfants des Premières Nations en position de succès. Et deuxièmement, on ne crée pas des personnes qui ont et des personnes qui n'ont pas dans nos communautés. Ça va être équitable. Donc, j'aimerais vous dire que ce fut un honneur pour moi de faire partie de ce webinaire. Je vous repasse la parole, Chef Bowden. Merci beaucoup, docteur Cindy. Le financement a toujours été le problème principal, mais vous nous avez donné une bonne idée de qu'est-ce qu'on doit regarder aussi pour comprendre comment ces plans vont se développer dans le temps. Nous prendrons vos questions maintenant, mais premièrement, j'aimerais vous rappeler que notre prochain webinaire sera sur les ententes au niveau des niveaux de service et sera le 27 mars. Vous pouvez également aller sur le canal YouTube Our Children Our Way pour voir l'enregistrement de tous nos webinaires précédents. Je vous recommande d'y aller car le plan de justice bienveillante et le plan du Canada est expliqué de manière à ce que nous puissions le comprendre et on nous peut aussi le partager avec nos collègues et nos familles dans nos nations. Alors maintenant, nous allons lire des questions. Donc, notre première question. Avez-vous de l'information sur les cheminements de financement pour les CFNC et aussi si vous avez sur le CNCE et si vous avez aussi connaissez la différence entre les maisons d'accueil et les maisons de, f- de patrie, de fratrie, pardon.
Donc, je n'ai pas les détails, mais en général, le gouvernement fédéral ne définit pas le placement pour les enfants. C'est l'une des décisions qui devrait être restée entre les mains des Premières Nations et de leurs experts au niveau local, en termes de quel placement rencontre les besoins de cet enfant, une famille d'accueil ou une famille de fratrie. Donc, dans le passé, on a dit, OK, cet enfant est dans ce placement et ce n'est pas admissible au remboursement. Ou bien c'est admissible, mais à un niveau plus bas. Ce type de décision a été déterminé comme étant discriminatoire et ça pourrait être un... Vous avez l'expertise dans vos départements. Vous êtes sur le terrain, vous connaissez les familles, vous connaissez les enfants, vous connaissez les octroyeurs de soins. Vous êtes dans la meilleure position pour décider où est-ce que ces placements devraient être faits. Merci, Dr. Cindy et Stéphanie. La deuxième question, c'est comment est-ce que la CNCE et les soumissions du Canada parlent des Premières Nations qui appliquent leurs propres lois? C92 dit qu'ils soutiennent les Premières Nations et la réforme des services à l'enfance et à la famille s'applique aux Premières Nations. Dr. Cindy, vous-même ou Richard, vous pouvez répondre à cette question? Merci. Donc, je vais commencer. C'est une bonne question. J'aimerais vous rappeler que le chef Baudin provient de la Première Nation Makawsis et c'était l'une des premières communautés à mettre en œuvre leur propre loi par rapport à exercer sa juridiction. Donc, nous sommes bénis d'avoir chef Baudin qui fait partie de la Commission nationale des chefs pour les enfants. Alors, nous prenons nos idées par rapport, notre réflexion par rapport aux Premières Nations qui veulent prendre le premier pas pour exercer leur propre juridiction est toujours à l'avant-plan et dans nos priorités. Nous savons que les communautés qui utilisent ce modèle est une approche d'autonomie limitée. Et les Premières Nations qui veulent s'en départir ont l'option d'exercer leur juridiction avec le C92, sous C92. Mais ce que nous voulons souligner le plus en termes du plan de bienveillance et qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'avant que les Premières Nations arrivent à exercer leur propre juridiction, nous voulons nous assurer que tous leurs besoins sont rencontrés en termes de financement. En ayant des années d'expérience à livrer des services qui sont basés sur des financements, qui sont basés sur des besoins plutôt que sur des formules. Avec le plan de justice bienveillante, nous pourrons fournir cette opportunité aux communautés des Premières Nations de regarder leurs réels besoins avant de passer à une approche de financement flexible. Donc, une fois qu'on a ce seuil critique d'informations et de données basées sur les preuves probantes et qu'on puisse les analyser et qu'on voit comment on peut améliorer la formule de financement après qu'on ait obtenu l'information vers une approche de financement flexible, on va être encore mieux positionné et les Premières Nations seront beaucoup mieux positionnées pour aller de l'avant vers l'exercice de leur propre juridiction. Je pense que le plan de justice bienveillante fait ça. Vous l'avez entendu être mentionné. Lorsque ça vient au plan du Canada, il y a un manque de soutien pour le renforcement des capacités. Donc, imaginez une communauté qui est dans le programme présentement ou une communauté qui commence à exercer des services de prévention et qui ensuite veut prendre ce grand saut et passer vers l'exercice de leur juridiction ou de leur propre autorité. Donc, c'est une grosse question à laquelle répondre. Est-ce qu'ils devraient faire ça? Est-ce que c'est conseillé de faire ça lorsqu'on regarde la capacité? Les services ne sont pas des services faciles à livrer, ils sont compliqués, en particulier lorsqu'on fait affaire avec des cas d'abus sexuels. Ce sont des situations très complexes. Alors, le renforcement des capacités est un élément très important et je pense que le plan de justice bienveillante encourage le renforcement des capacités, il le permet et c'est une pierre angulaire pour passer à la prochaine étape d'exercer sa propre autorité dans sa juridiction. Dr. Cindy,
Merci, Richard. Je réitère vos recommandations que Chef Bodin devrait être perçue comme étant une experte dans ce domaine. Nous voulons vraiment mettre les gens en position de succès, quel que soit le type de modèle de juridiction qu'ils désirent voir. Ce que nous trouvons, c'est que le gouvernement fédéral utilisait son plan, l'entente finale et plus tard l'entente finale de l'Ontario comme étant un point final pour les Premières Nations qui étaient assises à différentes tables de négociation. Ce que nous proposons, c'est un seuil minimal basé sur les droits de la personne et les ajustements devraient être faits à partir de là. Donc, c'est une approche différente. Le Canada n'est pas dans l'expression de ces ententes, mais il devrait être tenu à un seuil sérieux des droits de la personne qui s'assure que la discrimination va arrêter et ne se répétera pas. On a entendu de la part de plusieurs Premières Nations qui sont intéressées par l'autorité gouvernementale ou leur propre champ d'application, leur propre juridiction. La justice bienveillante est disponible en français et en anglais. Donc, si vous êtes à ces tables et que vous vous demandez comment aligner le financement et quel genre de définition vous pourriez voir dans votre entente particulière au niveau de l'autogouvernance, le plan de bienveillance serait une ressource très utile pour vous de cette façon particulière. Merci, Dr. Richard et Dr. Cindy. Donc, de notre perspective, nous sommes la Première Nation qui a mis en œuvre sa propre loi. Et mon premier commentaire que je fais toujours à quiconque me demande s'il devait aller dans ce cheminement sous la loi de C-92, je dis toujours, ça revient au peuple, à votre peuple. Et j'avertis toujours de s'assurer qu'une fois que tu mets en œuvre ta loi, que tu crées ta propre loi pour ta Première Nation, ce n'est pas une loi, un morceau de papier, ce n'est pas ce que vous espérez livrer pour vos enfants et votre famille. Ce n'est pas aspirationnel. Ce n'est pas une vision ou une mission, un document qui dit qu'est-ce que vous aimeriez voir, votre étoile du Nord, de ce que vous aimeriez livrer pour vos enfants et vos familles. C'est votre loi qui établit et énonce qu'est-ce que vous devrez livrer à ce moment précis dans le temps. Quand vous appliquez la loi, ça veut dire que vous êtes complètement à l'extérieur de la loi sur les Indiens. Vous êtes entièrement responsable de prendre soin de vos enfants et de vos familles. Comme Richard l'a dit, le renforcement des capacités est énorme dans ce domaine. Donc, si une Première Nation a besoin d'avoir tous ces types secondaires de services, ainsi que des modèles pour que la loi C-92 puisse avantager vos enfants et vos familles de la manière qu'ils le méritent. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez de la conception jusqu'à la post-majorité, jusqu'à l'âge adulte, là, moi, je dis toujours du ventre jusqu'à la tombe parce que plusieurs enfants s'occupent de leurs grands-parents. Donc, il y a tant de choses à prendre en considération dans cette ligne de vie, dans cette ligne du temps. Et maintenant, vous êtes complètement responsable pour tous les aspects en tant que Première Nation. Donc, avec la loi C-92, si votre loi dit que vous prenez soin de tous vos enfants, ça veut dire sur et hors communauté. Et avec votre modèle de financement, avec C-92, c'est sur la communauté. Alors, vous venez de mettre, votre Première Nation vient de se mettre en position où vous êtes responsable sous votre propre loi et ce fut reconnu par la Cour suprême que vous êtes responsable de prendre soin de tous vos enfants. Et lorsque vous avez des scénarios complexes et des cas complexes, et soyons francs, plusieurs enfants et familles avec lesquels nous travaillons, en particulier en termes de protection
ou de prévention intensive, ainsi que à l'âge adulte, ça coûte des centaines de milliers de dollars pour prendre soin de façon appropriée et de prendre la responsabilité de vos enfants et de vos familles. Donc, que vous soyez à la ville ou sur la communauté, les services de santé mentale, les services de dépendance, les services de police, les services judiciaires, les services de santé, les services d'éducation, tous ces services doivent être mis en place et doivent fonctionner de façon harmonieuse avec votre modèle de soins à l'enfance et à la famille. Alors, quand vous commencez à tout détailler, à détailler le tout et que vous regardez une entente initiale ou une entente de succession, nous travaillons actuellement sur notre entente de succession et nous passons à notre cinquième entente d'extension parce que le Canada et on ne peut pas être d'accord sur un modèle de financement qui fonctionne pour nos enfants et nos familles. Ça ne fonctionne pas pour renforcer les capacités en termes de capital. En- Et nous travaillons en partenariat présentement, j'aimerais vous le dire, mais je ne pense pas que le gouvernement ou les Premières Nations comprenaient réellement la quantité de capacités nécessaires en termes de ressources humaines, en termes de capital et en termes de tous les services nécessaires et exigés et requis aussi. Quand on parle d'alignement, c'est tous les services que vous donnez actuellement ainsi que tout le modèle de bien-être de l'enfant. Donc, c'est merveilleux pour nous en tant que Première Nation d'exercer nos droits et d'exercer notre compétence juridique, notre juridiction, parce que nous l'avons jamais abandonnée. Désolée, je suis un petit peu grippée aujourd'hui. Mais nous avons jamais renoncé à notre compétence. Devons nous assurer, par contre, que nous ne recréons pas des systèmes brisés ou que nous devenons des systèmes brisés. Nos enfants et nos familles méritent beaucoup plus que ça. Je suis honorée de représenter la Saskatchewan et que mes collègues demandent que je siège à la CNCE et je regarde continuellement exactement quel est ce seuil. Et on travaille ensemble pour élever ce seuil et que le fondement de base rencontre soit le fondement plutôt que d'être l'extrême. Donc, que ce soit C92 ou une réforme à long terme, souvent le gouvernement va prendre ce seuil comme point de référence. Donc, nous travaillons ensemble pour que nous faisons partie de C92 ou que nous voulions faire partie d'une réforme à long terme, on essaye de lever cette référence de base. Donc, moi, je vous dirais définitivement, envisagez avoir vos propres lois, mais assurez-vous d'avoir les services et la capacité de prendre soin de nos enfants et de nos familles de la manière qu'ils le méritent. Donc, la prochaine question que nous avons, c'est de Lacey Williams. Elle a dit, nous avons reçu des avis d'ajustement budgétaire de SAC intitulés Réforme à long terme, pauvreté, opération à long terme, urgence, etc. Ils ont déclaré qu'ils respectaient la décision du TCDP 2022-08. Ils ont également versé le montant de base de 75 000 pour la prévention aux communautés. Que recommanderiez-vous concernant l'utilisation ou non de ces fonds pour aider à tenir le Canada responsable? Docteur Cindy, pouvez-vous répondre à la question? Merci, chef, et merci pour votre question. C'est une excellente question. J'ai tapé une réponse. Je vais afficher dans les hôtes et panélistes. Je n'ai pas accès au chat au complet. Il n'y a pas d'ordonnance à ce que le Canada paie un minimum de 75 000 Les ajouts ne sont pas non plus mentionnés dans cette ordonnance particulière. Ceci semblerait être le Canada qui met en œuvre son plan, quelles que soient les vues des Premières Nations ou même la vision du tribunal.
Alors moi, je recommanderais, lorsque vous avez des ententes de contribution qui ne sont pas alignées avec votre propre vision des besoins de vos enfants et qui ne s'alignent pas, si vous avez regardé le modèle de justice bienveillante et que vous préférez ce modèle, que vous écriviez au ministre ainsi que les officiels, Duncan Farnick-Nichol, qui sont l'adjoint, qui soutient leur plan, ainsi que Lisa Legault, la directrice des services à l'enfance et à la famille, et de leur informer de vos préoccupations. Vous pouvez prendre en considération une action légale aussi. Si c'est une, si ça va à l'encontre des ordonnances existantes du tribunal. Donc, on vous conseillerait de prendre un avocat. Donc, le 75 000 lorsqu'on a vu ça pour la première fois à la Société de Caring Society et que le Canada avait manqué à l'entente de... On ne savait pas d'où venait cet argent. Donc, Stéphanie a fait une étude pour voir quel est le montant minimal pour qu'une Première Nation d'une petite grandeur aurait besoin pour livrer des services. Et le résultat, c'est 1,2 million. C'est pas 75 000 dollars. Et ça fait beaucoup de sens. Alors, vous pouvez voir le rapport Engagez-vous en premier sur notre site Web. Et je n'ai pas été en mesure de trouver des preuves convaincantes de la part du Canada qui soutient ce 75 000 Même dans le règlement de différend final, ça n'a pas été voté et l'entente de règlement de l'Ontario, ce n'est pas inclus là ou ce n'est pas inclus non plus dans leur plan qui est mis de l'avant, leur plan national. Donc, malheureusement, je viens de voir un clip avec le ministre et la Maison des communes qui vendaient le plan du Canada et qui n'ont même pas mentionné le plan développé et dirigé par les Premières Nations, le plan de justice bienveillante. Alors, pour moi, c'est très triste et ça nous démontre le niveau de crédibilité des énoncés du gouvernement. Ils disent qu'ils veulent écouter les détenteurs de droits. Les détenteurs de droits se sont rassemblés pour créer ce que je crois est un très, très bon plan et ils n'y portent même pas attention au niveau du Canada. Richard et Stéphanie, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, je n'ai rien d'autre à ajouter. Très bonne réponse. Merci. La prochaine question. Est-ce que la formule de Loving Justice, de justice bienveillante, va regarder la citoyenneté plutôt que la résidence? Donc, je pense que ce sujet de résidence, de résident sur communauté ou hors communauté est une question intéressante. Pour la plainte de discrimination, je pense que la TCDP, dans les programmes des soins à la famille, limite la réforme à sur communauté seulement. Mais je suis absolument d'accord. Je pense pas qu'on a de choix autre que de soutenir les membres qui sont hors communauté. Il y a des éléments structurels qui les causent à quitter la communauté, un manque de logement, etc. Je pense que c'est la raison la plus importante. La plupart des membres qui vivent hors communauté ou à proximité reviennent à la communauté pour obtenir leurs services. Il y a un attachement. Il y a cette préoccupation de fonds limités dans le programme pour les enfants et la famille. Donc, dans les termes et conditions, ils ont cette terminologie de surcommunauté et hors communauté. Mais si vous maximisez toutes vos dépenses dans votre programme CFS et que ça discrimine les services que vous pouvez offrir à vos membres hors communauté, vous êtes dans une situation de justification.
Nous n'avons pas vu beaucoup d'évaluations indépendantes que la SAC faisait souvent avant que la plainte soit déposée, mais il faisait toujours des évaluations sur vos services et des audits qui, ultimement, pouvaient résulter à ce que la communauté ait une notification de rembourser certains services. La plupart des personnes qui ont travaillé dans ce programme et qui sont responsables de le gérer savent de quoi je parle. Mais je me remettrai en question le gouvernement fédéral par rapport à ce concept de C92. C92 a des normes minimales qui s'appliquent à tous nos membres, quelle que soit la résidence. Et si vous regardez la section 12, l'article 12 de C92, c'est qu'il énonce que les communautés des Premières Nations ont le droit d'intervenir dans des tribunaux pour représenter les intérêts de la communauté pour leurs membres, hors et sur réserve et sur communauté. Donc, sous C92, les octroyeurs de services provinciaux ont la responsabilité d'informer les Premières Nations, les communautés des Premières Nations, qu'ils prennent des mesures significatives et qu'ils interviennent dans la vie de l'un de nos membres. Donc, si on a un membre hors communauté, les octroyeurs de services provinciaux vont informer la communauté qui s'en occupe. Donc, si les Premières Nations exercent leur programme FPN et ils se font dire, c'est seulement pour sur communauté, qu'est-ce que vous faites avec cette limite qui est identifiée dans les termes et conditions? Et sachant que C92 à l'article 12 et 13 disent que vous pouvez intervenir dans les cas où vos membres où les services de protection interviennent avec les membres hors communauté, qu'est-ce que vous faites? Vous dites non, je ne peux pas vous offrir des services parce que c'est déjà fait. C'est une situation horrible dans laquelle les Premières Nations sont mises, en particulier quand ça vient à exercer les normes minimales sous le C92 et pour protéger leurs membres. Inaudible pour l'interprète. Il y avait des arguments avec le tribunal, mais je ne pense pas qu'au niveau politique, il y avait des limites dans ces discussions avec le Canada pour l'avenir. Et ça peut être un autre point qu'on met au- auquel qu'on utilise pour mettre le Canada au défi. Je vais laisser ça ici. Je ne sais pas si le docteur Blackstock voulait complémenter mon commentaire. Eh bien, j'aimerais vous rappeler que l'élément de Jordan's Principle, du principe de Jordan, c'est que tous les enfants reconnus par leur nation, et ceci inclurait les services à l'enfance et à la famille. Donc, c'est quelque chose qui surviendra plus tard. C'est une réforme à long terme sur le principe de Jordan et c'est quelque chose à garder en tête pour, comme moyen de rencontrer les besoins de ces familles. Merci, le docteur Cindy. J'ai une autre question pour vous deux. Pouvez-vous décrire les processus continus de modification pour le plan de justice bienveillante? Richard, tu peux commencer? Je vais te laisser commencer, Cindy. L'une des choses qu'on voulait dire, qu'on voulait faire, c'est respecter ce qu'on a entendu de cette dernière entente de règlement de différends. Donc, l'un des points qu'on a entendu, c'est que ça devait être créé par les Premières Nations, basé sur les commentaires directs et les rétroactions des Premières Nations. Donc, c'est un plan qui est réellement développé par les Premières Nations et qu'on dépose devant le tribunal et le tribunal prendra une décision pour ce qui se produira éventuellement avec les services à l'enfance et à la famille pour les enfants. Donc, le tribunal n'a vu ça que le 22 décembre. Donc, on veut donner une opportunité supplémentaire au leadership et à leurs experts d'améliorer le plan et d'offrir des points d'amélioration. Donc, de quoi avons-nous réellement besoin pour que le Canada mette fin à la discrimination ou toute autre alternative? Peut-être que vous n'avez pas une modification à nous offrir, mais peut-être que ce que vous voulez, c'est
Par exemple, au niveau du comité de l'impact sur les enfants, qui doit réviser toutes les politiques et tous les bulletins du département avant qu'ils soient mis sur pied. Peut-être que votre Première Nation pense qu'il est peut-être important d'avoir un jeune représentant, un représentant de la jeunesse. C'est plus qu'un même sur le comité. Vous pouvez faire cela. Il y a des liens pour voter des modifications et on vous demande que lorsque vous voulez faire une modification, vous notez où on en a parlé dans le plan et nous offrir une terminologie ou des mots différents. Ces modifications s'alignent avec la juridiction du tribunal et la direction qui a déjà été donnée par le leadership. C'est eux qu'on va le plus pouvoir changer. Alors, c'est publié maintenant sur le site web des chefs pour les enfants. C'est disponible en anglais et en français. Donc, vous avez le plan de justice bienveillante qui est là depuis au moins 3 mois. Si vous pensez qu'il manque quelque chose, allez-y et faites-nous le commentaire. Nous allons inclure les révisions dans une version subséquente du plan que nous publierons au milieu d'avril. On cible cette date, c'est parce que le chef et le leadership a dit que s'il y avait une modification, il voulait 90 jours avant de prendre une décision à la réunion de l'APN. Donc, ce n'est pas une entente de négociation, c'est plutôt un processus de litige, mais on veut prendre vos commentaires. Donc, il va y avoir une opportunité supplémentaire, même si elle est limitée à cause de l'échéancier du tribunal. Donc, ce sera en juillet durant la réunion des chefs en assemblée. Donc, il y aura une proposition à demander le leadership de soutenir le plan de justice bienveillante. Donc, vous allez pouvoir trouver toute cette information. Je vois que Kayla l'a déjà affichée sur le site web. Richard, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Merci, Dr. Blackstock. La seule chose que j'ajouterais, c'est que ce n'est pas seulement limité aux modifications textuelles du plan de justice bienveillante, mais aussi comment on peut améliorer la mise en œuvre. C'est ça que j'ajouterais. OK, prochaine question, c'est comment est-ce que les communautés peuvent s'impliquer et soutenir le plan de justice bienveillante? L'une des meilleures façons, c'est de faire entendre vos voix. Travaillez avec votre leadership des Premières Nations. Écrivez des lettres au premier ministre pour s'assurer qu'il soit au courant. Si vous êtes un leader vous-même et que vous avez accès à ces personnes, s'il vous plaît, parlez-leur-en. Vous pouvez nous écrire à nous aussi à la Commission nationale des chefs. Chaque région à l'extérieur de l'Ontario a un commissaire pour la CNCE, la Commission nationale des chefs pour les enfants. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le site Web. Assurez-vous de leur envoyer une lettre. Passez des résolutions, quel que soit votre outil décisionnel en tant que Première Nation ou en tant qu'organisation sous-régionale ou régionale, vous pouvez dire, nous avons regardé les deux plans et voici ce que nous pensons qui est la meilleure position à mettre de l'avant à notre tribunal pour nos enfants. Et j'ai aussi quelque chose de très important qui s'en vient. Stéphanie me l'a rappelé avec Spirit Bear en arrière. Donc, le 10 mai, écrivez-le dans vos calendriers. Donc, c'est la journée du témoin de notre ours et c'est là qu'on souligne le principe de Jordan. Alors, prenez vos oursons et c'est le symbole du principe de Jordan. Parlez-en à vos communautés, écrivez à votre leadership, encouragez-les à faire appel au Canada ce jour-là pour mettre en œuvre le principe de Jordan complètement et de mettre fin à la discrimination et de sa conduite discriminatoire. Vous allez trouver toute l'information sur le site Web. Et une grande chose qui est arrivée cette année, c'est que le Sénat a adopté le 10 mai comme étant la journée de l'ours témoin, de l'ourson témoin pour souligner le principe de Jordan. Donc, le 10 mai, vous pouvez faire en sorte que cette journée du 10 mai soit une journée à honorer, la journée du témoignage de l'ourson.
pour le principe de Jordan. Vous pouvez le faire dans vos nations et ce serait super de voir les nations adopter cette date comme étant une date officielle de la célébration du principe de Jordan. Merci, Dr. Blackstock. Il y a une question. Est-ce que l'APN ou la CNCE ont des plans d'avoir une conférence nationale pour parler des expériences de la loi C-92? Je pourrais répondre à la question en vous disant que ce que j'en sais, je ne peux pas parler au nom de l'APN, mais pour la CNCE, la Commission nationale des chefs pour les enfants, nous avons un mandat spécifique qui nous a été donné par les chefs en assemblée et c'est de se concentrer sur une réforme à long terme et d'envisager de soumettre une réponse des Premières Nations pour mettre fin à la discrimination. Ceci étant dit, comme je l'ai dit déjà, il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce que nous, en tant que Première Nation, décidions à prendre soin de nos enfants et à ce que nous mettions en œuvre notre compétence juridique pour nos enfants et nos familles. Je suis honorée et heureuse d'amener votre question à mes commissaires, mes collègues commissaires, pour voir si nous pourrions avoir une réponse plus nationale pour que les gens puissent comprendre non seulement avec des webinaires comme celui-ci, mais qu'ils comprennent les différents types de compétences et de juridictions qu'on peut prendre en charge, que ce soit avec la C-92. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu malade aujourd'hui. Aussi, une réforme à long terme versus la juridiction fédérale et la juridiction provinciale. La compétence fédérale, la compétence provinciale. Donc, je vais ramener la question à mes collègues commissaires. Merci pour votre question. Chef Baudin, je peux ajouter quelque chose aussi. Je ne sais pas combien de membres le savent, mais la révision sur 5 ans de C-92 s'en vient. La révision à chaque 5 ans s'en vient bientôt et les régions ont été notifiées que SAC a certains fonds disponibles pour que les régions débutent les consultations sur la loi C-92 et sur la révision de la loi C-92. Alors, ça se produit présentement. Il a été annoncé qu'il y avait des dollars fédéraux de la part de SAC pour la fin de cet exercice, mais on s'est fait dire aussi que ces mêmes dollars seraient rendus disponibles pour l'exercice 26-27 pour pouvoir faire cette révision. Et j'imagine que l'objectif, c'est que chaque région propose des modifications ou des améliorations à la loi C-92. Alors, ce processus est supposé être en cours ou arriver bientôt. Et vu l'importance du sujet, il est très probable que nous voudrions avoir un événement national où les Premières Nations puissent se rassembler pour discuter de ces changements, ces modifications et demander au leadership de promouvoir ces modifications pour l'avenir. Je sais qu'il y a des choses qui doivent être discutées avec la PN, mais je sais qu'il y aura aussi des discussions dans les régions. Merci beaucoup. Si je peux rappeler à tous les conférences fantastiques qui sont offertes par Our Children Our Way, incluant la conférence annuelle de la justice bienveillante qui a été tenue à Saskatchewan l'an passé. Elle a eu un grand succès et elle est axée sur la juridiction et les compétences. Alors, même si la CNCE n'organise pas quelque chose, il y a un forum et souvent ça inclut des invités internationaux. Alors, j'aimerais inviter tout le monde sur cet appel d'aller à cette conférence Our Children, Our Way et aussi la justice bienveillante. Merci, Dr. Cindy. Maintenant, il semblerait que nous n'ayons pas d'autres questions. Alors, j'aimerais bien sûr encore une fois remercier tous nos panélistes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous faisons ceci par amour pour nos enfants et nos familles, ainsi que par amour pour nos nations, car nous savons à quel point nos enfants sont importants pour nous. Ce n'est pas juste un mot à dire,
nos enfants, notre avenir. Non, l'avenir, c'est aujourd'hui. Et nous travaillons tous très, très fort pour nous assurer que nos enfants reçoivent le meilleur de ce qu'ils méritent. Alors, pour Richard et le docteur Cindy, Kayla, Stéphanie, je vous remercie pour tout votre temps. Michel, j'aimerais aussi vous mentionner car vous travaillez si fort. Vincent, merci pour tout votre travail acharné et pour le travail technique qui est fait en arrière-scène. Nous, en tant que commissaires, nous sommes les voix. Par contre, ce sont nos gens qui font le soutien technique pour chacun de nos régions. Ils sont les héros ou les héroïnes. Ils sont ceux qui nous soulèvent et qui nous aident à répondre et à écouter, et aussi nos aînés. Nous parlons de la partie importante que la cérémonie et la prière jouent dans ce processus. Et nous, en tant que commissaires et techniciens, nous sommes engagés à cet aspect spirituel du travail que nous faisons au nom de nos ancêtres et au nom de ceux qui sont à venir. Alors, pour moi, en tant que commissaire, je dois vous dire que ceci fut une expérience incroyable pour chacun d'entre nous. On travaille ensemble avec un objectif commun. Alors, à ce moment-ci, j'aimerais demander à Judy de nous faire une prière de remerciement et j'aimerais dire qu'il y avait une dernière question et j'ai de la misère à la voir, mais c'est écrit. Nous voulons annoncer que la conférence nationale Our Children Our Way sera du 30 novembre au 3 décembre à Vancouver. Je pense que c'était le commentaire, le dernier commentaire. Alors, tout le monde, merci d'avoir pris du temps avec nous au nom de nos enfants, au nom de nos aînés et de nos gardiens des connaissances, nos Ketea qui ont placé cette responsabilité sur chacune de nos épaules. Nous honorons nos ancêtres et nous honorons ceux qui sont à venir. Je passe la parole à Judy pour nous donner une prière et on se voit bientôt. Merci beaucoup. Merci, Chef Boden et Dr. Cindy Blackstock et Richard Gray. Merci à vous. Merci à notre panel d'aujourd'hui. Je vais offrir une prière de fermeture. Créateur, nous vous remercions aujourd'hui de nous avoir rassemblés de toutes nos différentes régions, nos différentes nations à travers l'île de la Tortue, d'être en mesure de partager notre travail axé dans le cœur. Nous restons conscients de nos enfants et dans nos pensées, dans nos prières et dans nos actions. Nos actions parleront haut et fort dans toutes les décisions que nous prendrons. Gardez-les en sécurité et mettez fin à la discrimination et au racisme auxquels ils font face quotidiennement. Et je vous remercie tous ceux qui sont rassemblés en cercle pour parler et répondre aux grandes questions et aux réflexions que vous avez pour l'avenir et le travail que vous faites pour vos enfants et vos familles. Et vous travaillez très fort pour faire cela. Nous prions aussi que nous puissions nous rassembler à nouveau pour poursuivre ce dialogue et poursuivre le partage et poursuivre les discussions dans ce temps angulaire, une pierre angulaire dans le temps dans lequel nous nous trouvons, ce moment essentiel à notre avenir, pour nos enfants et pour aussi les aider à déployer leur plein potentiel et le plein potentiel qu'il soit déployé sans obstacle et sans discrimination. Et aussi que nos enfants, qui sont notre avenir, mais qui sont notre présent aussi. Et nous parlons aussi de ceux qui s'en viennent, qui sont à venir. Ils, leur vie, on vous remercie, Créateur. Nous honorons toute la création et vous nous remercions aussi pour nos ancêtres, nos gardiens et tous ceux qui ont marché avant nous, les gardiens des connaissances aussi, et ceux qui détiennent les prières, les cérémonies et les baluchons sacrés. Donc, ils ont prié à travers les décennies, à travers les saisons, comme le 21 mars, nous allons avoir la cérémonie du printemps qui s'en vient.
et toutes les prières qui seront données pour les enfants et pour les familles et pour tous les êtres chers, les amis proches et loin. Et merci à tous ceux qui continuent le bon travail pour chacun d'entre nous. On vous remercie encore, Créateur, pour tous ceux qui étaient ici sur le panel aujourd'hui. Ils dévouent et sacrifient leur temps et leur énergie dans ce travail. C'est du travail très difficile. Alors, Créateur, s'il vous plaît, soulevez-les et donnez-leur l'énergie. Et donnez l'énergie à tous ceux qui sont sur cet appel et aussi. Merci, Créateur. Alors, soyez avec nous aujourd'hui et pendant le week-end, pendant qu'on se repose et on se revitalise, permettez-nous de poursuivre ce travail pour tous nos enfants. Merci, Créateur. Et s'il vous plaît, soutenez tous ceux qui ont perdu leur famille ou qui ont de la difficulté avec leur famille présentement. De toute manière, soutenez-les. Et pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale ou les aînés, soutenez-les, amenez-leur leurs ressources. Et aussi tous ceux qui se sentent seuls et qui ont besoin de plus d'amour dans leur vie, amenez-leur cela de bonne manière, Créateur. Kuksjam, kuksjam, kuksjam. Merci à tous.